Bonjour à tous, voilà, le stand News Ancienne est juste derrière nous, on le quitte un peu puisque vous avez compris, Rétromobile c'est fini. On vous l'a fait vivre en live pendant toute la semaine et on va vous proposer du coup de revivre avec nous tout le salon à partir de toutes les vidéos qu'on a faites dans la semaine. On va commencer tout de suite en allant voir une exposition thématique hyper importante puisque c'est tout simplement l'exposition thématique qui a donné l'affiche de ce Rétromobile 2024. Je veux parler de celle du centenaire de MG. On se retrouve donc sur le stand MG qui fête cette année ses 100 ans. Petite histoire qui vaut quand même beaucoup de la raconter puisque ça commence quand même en tant qu'un simple concessionnaire Morris, puisque MG, si vous ne le savez pas, ça veut dire Morris Garage. C'était une conception Morris basée à Oxford qui a commencé à faire des voitures, ce qu'on appelle en anglais des voitures spéciales, c'est-à-dire des préparations sur des Morris avec des carrosseries et des travaux sur les moteurs qui leur permettaient de devenir beaucoup plus performantes dans les années 20, et dès les années 30, ils sont partis pour faire plein de choses. Donc on va faire le tour vite fait de ce qu'il y a dispo autour du stand MG. Donc il y a plein de choses à voir et on va commencer tranquillement dès le début. Enfin, pas tout à fait dès le début, on va commencer dès la fin des années 20, puisque celle-ci date de 1924. Enfin, le châssis Morris date de 1924 et elle va vraiment en 1925 en compétition. Et après, on va dérouler tranquillement tous les modèles, enfin pas tous un par un, mais on va vous laisser voir tout ce que MG vous présente, donc du coup des origines à nos jours. Malheureusement, ça fait aussi partie du jeu, mais on ne va pas s'étendre sur la nouvelle, c'est promis. Donc vous avez toutes ces voitures qui sont des voitures d'avant-guerre, qui sont assez typiques de l'époque. On ne va pas rentrer dans le détail, se baladant de 4 à 6 cylindres, dérivés de châssis Morris et de Morris de grande série. C'est plus après-guerre qu'on va vraiment commencer à entendre parler de MG, avec les voitures qui sont malheureusement de dos pour nous tout de suite, avec les midgets, les naines en anglais, qui sont des petits rosters qui vont apparaître dans les années 30 et qui vont même relancer la marque dans les années 50, après-guerre, qui va être, puisque les Anglais étaient concentrés sur l'exportation de la voiture. La midget va faire un carton aux USA dans les années 50 avec le retour des soldats d'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça va se dérouler après vers les voitures qu'on connaît plus quand on pense à MG, la MGA, la MGB, qui sont des petits roadsters sportifs qui ont fait toute l'histoire de la marque. On rentre un petit peu dans le ventre mou de l'histoire, puisque quand elle va être intégrée à British Leyland, elle ne fera entre guillemets que des rovers recarrossés, et ça partira du coup nous donner la Metro 6R4 qui a couru en groupe B avec son gros kit carrosserie que vous connaissez peut-être un peu plus. Après, effectivement, lorsque la marque va faire banqueroute dans les années 2000, elle va revenir après quelques investissements chinois, donc, et aujourd'hui avec des voitures électriques dont on ne va pas s'étaler sur le sujet, parce que ce n'est pas ce qui nous concerne le plus. En revanche, il y a deux voitures qu'il faut voir absolument sur le stand MG. Ce sont les deux prototypes de record qui sont là, parce que c'est très rare de les voir de ce côté-ci de la Manche. En Angleterre, on peut les voir, mais en France, clairement, sur les 30 dernières années, on ne les a jamais vus. Vous avez donc, d'un côté, en vert foncé, EX135, qui est un prototype qui est apparu dès les années 30, qui va évoluer jusqu'aux années 50, qui va atteindre différents records de vitesse, dont son point culminant va être un 200 miles à l'heure, donc 320 km/h, mais qui reste très fortement dérivé des pièces MG d'origine, c'est-à-dire que c'est plus dérivé d'une voiture de série avec une belle coque aérodynamique et légère qui va lui permettre d'atteindre des records de vitesse, mais ce n'est pas une voiture étudiée uniquement pour ça. Celle qui va vraiment nous intéresser, c'est celle que vous avez à l'affiche de Rétromobile, parce que ce n'est pas juste une vue d'artiste, c'est un prototype qui a réellement existé, qui est celui qu'on appelle EX181, qui là est un véritable prototype de record qui a été conçu uniquement pour ça. MG a même fait appel à l'époque à un ingénieur qui s'appelait Railton, qui a fait énormément de voitures de record, dont certaines équipées du moteur Merlin du Spitfire pour obtenir des vitesses absolument folles. Mais du coup, ils ont créé EX181, qui va être la première voiture à atteindre les 400 km/h dans les années 50. Pensez simplement qu'au niveau des performances, il faut attendre Bugatti dans les années 2000 pour atteindre la même chose pour une voiture de route, ce qui était déjà quand même énorme. Donc voilà, et on se retrouve dans quelques instants sur le stand du magazine Youngtimers et on parlera des MG un peu plus récentes. Cette fois-ci, nous voici sur le stand du magazine Youngtimers où ils ont pris une superbe sélection de Youngtimers pour le coup MG. Donc on va les reprendre tout simplement par ordre chronologique, comme ça on va pas se prendre la tête avec les thématiques ou quoi que ce soit. Donc on reprend un petit peu comme tout à l'heure, mais ce coup-ci sur la version de base
de l'AMG Métro qui était une Austin Métro vitaminée, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans les années 80-90, les MG étaient majoritairement des Rover rebadgés. Donc on a ici une MG Métro atmosphérique, même pas une MG Métro turbo, qui était une version un petit peu plus sportive, on va dire, de l'Austin Métro. Derrière moi, vous avez maintenant une MG RV8 qui a été une grosse remise au goût du jour de la MGB qui a été faite au tout début des années 90 en remplaçant le moteur de la MGB par le V8 Rover pour en faire une voiture beaucoup plus typée GT, grand confort. Mais je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup dessus puisqu'on en a parlé dans l'épisode des anciennes à la manette dédié à la MGB, que je vous invite à aller voir, qui est disponible dans la playlist des anciennes à la manette ou dans les rediffusions des directs sur notre chaîne YouTube. Vous avez surtout maintenant celle qui marque le plus le renouveau d'MG dans les années 90. On est sur la MGTF, qui est une version restylée de la MGF, qui est apparue au milieu des années 90 dans tout le boom de tous les petits roadsters sportifs qui a été lancé par la MX5, qui avait aussi été sondé par MG quand ils ont produit la RV8. C'était pour savoir si éventuellement il y aurait une clientèle pour un équivalent de la MGF. Donc un petit roadster à moteur central d'une centaine de chevaux, poids plume, plaisir assuré, fiabilité à l'anglaise, mais ça on ne s'étendra pas dessus, ça fait partie du jeu. Et après on va passer à des véhicules un peu plus génériques entre guillemets, même si les couleurs clairement ne le sont pas, et certains ici sont d'une rareté assez absolue en France. Là on a toute la gamme des Z, qui sont les MG qui sont apparus dans les années 2000, qui sont des Rover 25, 45 et 75, qui passent avec des cures de vitamines assez violentes. La ZR atteint 160 chevaux, la ZT qui est la version juste au-dessus est à 180, et on a surtout là-bas deux ZT V8, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le V6 Rover qui était le top de gamme, enfin qui était la motorisation haut de gamme à l'époque sur la 75, elles ont été remplacées par un V8 Ford de 280 chevaux, et on a surtout une berline, mais surtout un break, ce qui a été produit à une poignée d'exemplaires, surtout dans sa version faceliftée qui est apparue et qui a duré 2 ans globalement avec la firme de phase banqueroute. Voilà, j'espère vous avoir fait un tour assez exhaustif, même si bref, de tout ce que vous pouvez voir chez MG. Profitez bien de la suite. Voilà, un premier centenaire, mais c'est pas le seul qu'il y avait à ce Rétromobile 2024. Après le centenaire de MG, on va vous parler du centenaire de l'autodrome de Linas Montlhéry. Là, on est donc sur le stand de l'UTAC, parce que cette année, normalement, vous le savez, c'est les 100 ans de l'autodrome de Linas Montlhéry, et Rétromobile a mis ça à l'honneur avec ce stand de l'UTAC et l'exposition qu'on va aller voir après. Mais d'abord, on va discuter avec Clarisse. Donc Clarisse, toi à l'UTAC, tu gères les événements? Alors je suis directrice groupe en fait, ouais. Donc événementiel et formation pour le l'UTAC. Donc il y a Montlhéry, il y a d'autres sites. D'accord, ok. Et donc cette année il va y avoir le centenaire, mais de toute façon il y a quand même une saison complète d'événements avant. Tout à fait. Là, on a lancé les festivités du centenaire, ouais. Si tu veux, avec évidemment le départ sur Rétromobile. Symboliquement, c'était tout à fait logique. Ouais. Mais on est fiers de présenter en plus une belle saison, avec comme d'habitude, tu sais, des événements que l'on accueille, donc ouais. d'organisateurs externes, et nos propres événements. Et le dernier événement, notre grande fierté, sera le centenaire le 12 et 13 octobre. Voilà, ce gros événement. Donc alors déjà, pour la liste des événements, évidemment, vous les retrouvez déjà, un article sur News Ancienne, on en avait parlé à la fin de l'année 2023. On retrouve les grands classiques, Youngtimers Festival, Japan Car, des événements thématiques, voilà, où il y a des voitures qui roulent, des voitures qui s'exposent, et c'est ouvert au public. Exactement. Donc voilà, vous pouvez déjà venir avoir un avant-goût du centenaire et vous plonger dans ce lieu centenaire. Mais de toute façon, il sera fêté, lui, le 12 et 13 octobre. Alors là, Festival du centenaire, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'infos. Alors, qu'est-ce qui nous attend? On réservait plein de surprises. Évidemment, voilà. C'est un événement unique et exceptionnel. Ouais. Donc, t'imagines bien que ça serait
différemment. Donc en fait, on a ouvert, tu vois, le site d'inscription seulement vendredi en français et ce week-end en anglais. Donc voilà, ça a demandé un travail particulier puisque en fait, cet événement centenaire, c'est pour représenter les 100 ans de l'automobile. D'accord, donc des voitures de 1924 à... Vous allez aller jusqu'à maintenant ? Jusqu'au moderne, ouais, d'accord, jusqu'au supercar. Donc en fait, si tu veux, c'est vraiment la célébration, bien sûr, de l'anneau, mais c'est aussi un événement groupe extrêmement important où il y a un travail collectif et c'est de montrer que l'autodrome, évidemment, c'est la piste de tous les records comme l'on connaît, mais c'est aussi à partir de 46 UTAC avec les laboratoires, la recherche et l'évolution de l'automobile, puisque nous, on participe à l'évolution de l'automobile d'aujourd'hui et de demain. Ok, et donc on retrouvera, comme d'habitude, on va dire, des plateaux roulants et des expositions? Tout à fait. Et là, tu as 6 plateaux donc voitures, 2 plateaux moto. D'accord. Donc si tu veux, ça se découpe typiquement, un avant-guerre. Donc tu as vraiment un plateau avant-guerre. Ensuite, tu as un plateau avant-guerre spécial Bugatti. Ok. Si tu veux, logique. Bon, ensuite, on a eu la Seconde Guerre mondiale, donc tu sais bien qu'on saute une petite dizaine d'années où on arrive au plateau des années 50, 50s. Et donc, en fait, si tu veux, voilà, pour arriver, évidemment, en passant par Youngtimers, les 1000 km de Paris, pardonne-moi, Youngtimers et les supercars. Et en plateau moto, tu as 2 plateaux moto, avant-guerre. Avant-guerre, après-guerre, ok. De toute façon, il y a un aperçu de tout ça sur l'exposition là-haut? Il y a un aperçu qui regroupe en avant-première. Évidemment, sur le centenaire, sur l'événement centenaire, ça sera beaucoup plus gros. Et comme tu l'imagines, on va essayer de rassembler le maximum de véhicules records et représentatifs des 100 ans de l'automobile. Ok. Bon, on va aller voir l'exposition. Merci Clarisse. Je t'en prie. Donc Clarisse nous en a parlé, il y a une expo dédiée au centenaire de l'autodrome avec des voitures marquantes de l'autodrome. C'est juste derrière moi et on commence avec celle-ci, c'est une Isetta Velam. Vous connaissez les Isetta Velam, ça n'avait pas du tout cette tête-là, mais vous comprenez évidemment que ça c'est une voiture de record parce que l'anneau de Montlhéry a quand même été beaucoup utilisé pour les records de vitesse. Là on est devant une Alpine A440, c'est pas la plus connue, mais on retrouve déjà les formes qui vont donner l'A442 quelques années plus tard et déjà un moteur V6 turbo. Et en plus cette voiture elle s'est notamment illustrée avec une femme au volant, Marie-Claude Beaumont, qui a remporté la première course de l'Alpine A440 à Montlhéry en signant le record du tour. Si je vous parle de Simca, normalement vous n'avez pas ça en tête. Ça c'est une Simca monoplace préparée par Dehaut et c'est une voiture qui a beaucoup couru à Montlhéry. Je vous laisse l'admirer et ça se trouve on la reverra en octobre. Alors la Lambert derrière moi, vous voyez que c'est une auto qui est en cours de restauration. D'ailleurs la Fondation du patrimoine aide à sa restauration. Lambert c'est un petit constructeur et cette voiture-là était équipée d'un moteur Ruby à compresseur et en 1953, Lambert, donc son constructeur, l'a emprunté à son propriétaire pour aller courir le bol d'or et il va remporter le bol d'or qui se court, vous l'aurez compris, sur l'autodrome de Linas Montlhéry. Il va remporter sa catégorie des moins de 1100 cm3. Une première voiture à mécanique Panhard, ici c'est une DB. Elle est profilée, effectivement on a pu en voir aux 24 heures du Mans dans diverses épreuves, mais celle-ci elle a commencé par faire des records de vitesse et après elle a effectivement couru dans des grandes épreuves. Je pense que c'est une des plus belles voitures qu'on peut voir dans cette exposition dédiée au centenaire. On est encore dans les voitures de record. Dans les années 60, Peugeot était un des précurseurs du diesel et le diesel n'avait pas forcément bonne presse. Tout le monde pensait que les performances étaient mauvaises. Et du coup, cette 404 très spéciale, vous voyez, le cockpit montre bien qu'elle n'est pas prévue pour accueillir une famille, mais cette 404 très spéciale a tourné à Montlhéry et a battu plusieurs records de sa classe de diesel. Et même pour des essences, c'était pas ridicule. Encore une voiture super profilée. Celle-ci, elle a une mécanique Panhard. Elle a été construite par Riffard et son but, c'était de s'attaquer au record du monde de l'heure en 1954. Les deux dernières autos qui sont sur cette expo du centenaire, c'est des autos beaucoup plus modernes. On est dans les années 90 quand le BPR va revenir courir sur l'autodrome de Linas Montlhéry. Pour l'illustrer, on a notamment cette McLaren F1 GTR et en plus celle-là, elle est très spéciale parce que c'est une art car. Et maintenant, on va passer juste en face. Là, on tombe sur une Venturi 400 LM et ça, c'est un modèle qui s'est imposé dans les dernières courses qu'il y avait à l'autodrome de Linas Montlhéry. On vous a parlé du centenaire de l'autodrome de Montlhéry et parmi les événements que va accueillir l'autodrome cette année, il y a celui dédié aux véhicules d'avant-guerre, c'est le Vintage Revival Montlhéry. Ils ont ici une grosse exposition, je vais vous montrer 2-3 modèles plutôt sympathiques. Cette voiture-là, c'est une CFAC de Grand Prix des années 30. Sa particularité, c'est qu'elle a un moteur 8 cylindres, mais en parallèle. En gros, vous mettez 2 4 cylindres côte à côte et vous obtenez cette voiture. Un beau gabarit, ça doit faire aussi un sacré bruit. Au VRM, il y a beaucoup de voitures anciennes, mais il y a aussi des motos, et notamment des marques très connues. Là, on a une Peugeot, là, on a une Moto Guzzi, mais aussi des motos beaucoup moins connues, comme cette Nougier, une 125, que vous pourrez donc retrouver à Montlhéry. Cette voiture, elle est même plus ancienne que l'autodrome, parce qu'elle est de 1923, c'est une Bugatti Type 32, avec une carrosserie aérodynamique, on appelait ça un tank à l'époque.
Elle sort du musée de Mulhouse et j'espère vraiment qu'on la verra au VRM au printemps prochain. Derrière moi, une voiture que j'ai déjà pu voir au Vintage Revival Montlhéry en action, c'est assez impressionnant. C'est une Hotchkiss, mais une vraie Hotchkiss des records, un espèce de grand cigare à roulette qui était prévu pour aller très très vite. Ça fait partie des attractions qu'on pourra voir au printemps au VRM. Avant de vous donner rendez-vous au VRM, donc le Vintage Revival Montlhéry que évidemment on vous racontera sur News Anciennes et qui se déroulera donc les 11 et 12 mai 2024, voici 3 autos plus petites mais qu'on pourra voir courir bien rapidement sur l'autodrome. Une Maserati, une Bugatti et une Gare pour montrer vraiment la diversité du VRM. Ratez pas l'événement en mai à Montlhéry. Les expositions thématiques, il y en a encore. Il y en a une qui amenait des voitures, des grosses voitures, des gros tout-terrain. C'est l'exposition du Dakar. On vous emmène. On est sur la passerelle entre le hall 1 et le hall 2 sur l'exposition Paris-Dakar. Et on commence avec un véhicule qui, étonnamment, n'a pas fait le Dakar. Mais c'est la moto de Thierry Sabine qu'il a utilisée lors du Abidjan-Nice en 1977, un raid pendant lequel il va se perdre pendant 3 jours et 2 nuits avant d'être retrouvé par un pilote d'avion. Et c'est ce raid qui va lui donner l'envie de faire le Paris-Dakar. Deuxième véhicule, encore un véhicule de Thierry Sabine, mais celui-là c'est un véhicule qu'il avait dans l'organisation, c'est un Toyota BJ43. Toyota, une grande marque du Paris-Dakar, et Thierry Sabine, forcément le grand nom du Paris-Dakar. On continue, là on va vers les voitures de course. Ensuite on arrive sur un véhicule tout-terrain, le tout-terrain bien rustique, le Lada Niva. Celui-ci a fait le Dakar en 82. Pour l'anecdote, à l'époque, le véhicule avait été utilisé en 1981 comme véhicule d'assistance médicale. Du coup, c'était marqué tout bib de gros, ce qui a donné le surnom à cette voiture-là. Là, on arrive sur la doyenne de tous les Dakars. Cette voiture, c'est une Renault KZ de 1926 et elle a pris part au Dakar en 1980. Le pire, c'est qu'avec cette voiture antique, ils ont réussi à terminer le rallye. Celle-là, vous l'avez reconnue, c'est une Citroën DS, sauf que, vous allez voir, elle a été raccourcie. Forcément, on a changé le système hydraulique pour que ça soit un peu plus fiable pour faire le Dakar. Et elle a participé à 2 Dakars. La petite particularité, c'est qu'en 1981, il y avait même 3 sièges à l'avant. On va le dire direct, c'est la 4L la plus célèbre de France, voire du monde. Cette 4L, c'est celle des frères Marot, avec laquelle ils ont fait le Paris-Dakar en 79. Mais là, elle est dans sa version 1980, avec un moteur de R5 Alpine de 110 chevaux et la transmission 4x4 Simpar. Le pire, c'est qu'avec une 4L, ils ont fait 3e de ce Dakar-là. Belle perf, et après ils vont le gagner, mais là avec une autre mécanique encore plus poussée. Allez, on continue. Au Dakar actuel, on est habitué à voir des motos, des quads, etc. À l'époque, Vespa a voulu faire un coup de pub et ils ont engagé 4 Vespa au Dakar. Alors, il y en a 2 qui sont allés à l'arrivée, hors classement, mais il faut avouer que pour un coup de pub, c'était une plutôt bonne idée. Par contre, clairement, j'aurais pas aimé le faire là-dessus. Ici, vous avez l'impression que c'est une très vieille voiture. C'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est un châssis et une mécanique de Mitsubishi Pajero de la fin des années 80, mais la carrosserie fait directement référence au tout premier tout-terrain réalisé par Mitsubishi dans les années 30, ce qui explique l'esthétique un peu baroque du véhicule. Évidemment, c'était pas forcément un véhicule qui était prévu pour la gagne, contrairement aux autres Pajero, parce qu'on rappelle quand même que Mitsubishi a remporté le Dakar une paire de fois. On arrive sur une des voitures les plus sportives et les plus étonnantes, on va dire, de cette exposition, puisque là, on est devant une Porsche 959. En 1984, Porsche remporte déjà le Paris-Dakar avec une 911 adaptée avec une transmission 4x4, que les 911 n'avaient pas à l'époque. Et en 86, on va plus loin parce que là, on sort carrément la voiture qui est homologuée pour le groupe B, donc la Porsche 959, une débauche de technologie pour l'époque, encore en 4 roues motrices. Bon là, évidemment, on va la surélever, etc. Et à son volant, René Medge va remporter une nouvelle fois le Dakar. Il n'y a pas que des voitures sur cette exposition sur le Dakar, il y a aussi des motos, puisque Rétromobile fait cette année une grande part à la moto, mais ça, je laisserai Pierre vous en reparler juste après. Ici, cette moto, c'est une Honda, c'est l'ancienne Honda de Éric de Seine. Éric de Seine qui va pourtant devenir une sommité, mais de chez Yamaha, notamment président de Yamaha France pendant des années. Pourquoi? Parce qu'avec sa Honda, il a connu quelques problèmes mécaniques et ce sont les gens de chez Yamaha qui l'ont aidé à réparer au Dakar 1982. Moto toujours, là vous reconnaissez BMW, Le Point. Oui, c'est la moto du regretté Hubert Auriol dans un super état. Clairement, je pense qu'on pourrait repartir faire la route avec. Une belle moto dans une belle décoration, elles sont bien mises en valeur. Bravo à cette exposition Dakar de ne pas avoir oublié les véhicules à 2 roues. Quand on voit les énormes motos qui sont actuellement sur le Dakar, on a du mal à s'imaginer que ça c'était une moto du Dakar. Celle-là c'est la moto du premier Dakar et même mieux, c'est la moto sur laquelle Cyril Neveu a remporté le tout premier Dakar à moto. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la série. Bref, on est dans un autre monde par rapport à ce qu'on voit actuellement. On est là devant une Peugeot 405,
évidemment, vous remarquez que c'est pas une Peugeot 405 berline classique, hein. C'est la version T16. La version T16 qui est d'ailleurs dérivée de la 205 T16. C'est la voiture de WRC qui est alors en groupe B. Et lorsque le groupe B est arrêté, Peugeot va recycler ses autos sur le Dakar, les 205 T16 Grand Raid allongés avec un très gros réservoir. Sauf qu'après, il faut faire de la pub pour la 405 et on transformera les 205 T16 en 405 T16. Et celle-ci, c'est la voiture avec laquelle Harry Vatanen et Bruno Belgrund vont remporter le Dakar en 1989. Là, on arrive devant une voiture. La voiture en elle-même n'est pas forcément hyper connue, mais son pilote de l'époque l'est. On est sur la Nissan X-Trail du team de Soud. À l'époque, c'était pas du tout une voiture qui visait la victoire, mais tout simplement, vous voyez le petit nom là, c'était la voiture qu'avait utilisée Johnny Hallyday pour son célèbre rallye Paris-Dakar, hyper médiatisé. On a tous des images un peu comiques dans la tête. Voilà, le véhicule est là, vous pouvez le voir à Rétromobile jusque dimanche. Cette voiture-là, vous comprendrez évidemment que c'est un prototype. C'est une voiture qui était prévue pour faire un raid entre Pékin et Paris, mais le raid a été annulé. Finalement, elle a fait le Dakar. Donc c'est un prototype à 6 roues motrices, conçu par Thierry de Montcorgé, qui n'était pas sa première extravagance en termes de véhicule sur le Dakar. Donc il va faire le Dakar 84 avec ce véhicule à 6 roues, avec un moteur Chevrolet à l'arrière, mais des pièces qui viennent d'un peu partout. Pour vous dire, le pare-brise, c'est un pare-brise de Citroën CX. Et les phares, c'est des phares de Citroën Ami, donc c'est un bric-à-brac, mais qui fonctionne et qui donne ce véhicule, actuellement en cours de restauration, mais quand même très impressionnant. Bon là, on part clairement dans le très moderne. Ça fait quelques années que Audi est engagé au Dakar. Hasard du calendrier, Audi a remporté le dernier Dakar il y a quelques semaines avec Carlos Sainz sur cette machine, qui est une machine donc e-tron. Vous savez ce que ça veut dire chez Audi, c'est que c'est une voiture électrique. Bon, il y a un petit moteur qui sert de générateur. Néanmoins, voilà pour les expositions thématiques. Maintenant, on va passer voir une autre exposition, un incontournable de Rétromobile. C'est l'exposition de la vente Arcurial qui nous est présentée par un des spécialistes de la maison de vente aux enchères. Une grosse animation et une grosse exposition à la fois, puisqu'on est sur le stand d'Arcurial avec Antoine. Bonjour et bienvenue. Ça va? Tout se passe bien pour ce premier jour? Tout se passe bien, toutes les voitures sont arrivées, malgré les événements, tout est en place et le public est nombreux, donc oui, on est ravis, tout va bien. Donc la vente Arcurial, un classique de Rétromobile. Cette année, vous avez combien de voitures? 130 voitures. 130 voitures. Quelques motos? Quelques motos, une vingtaine de motos. D'accord. Et donc pour la 13e édition de la vente Arcurial Motorcars à Rétromobile. C'est moins que les autres années, c'est un choix? Alors c'est moins que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, il y avait plus de 230 véhicules. Ouais. C'était conjoncturel, il y avait eu plusieurs collections d'une vingtaine de voitures, oui, donc ça avait augmenté d'autant la vente. Forcément. Aujourd'hui, on revient sur un format qui est plus traditionnel, un peu plus de 100 voitures, avec un panel très large, puisqu'on couvre plus de 120 ans d'histoire de l'automobile. Ouais. Du tricycle de Dion, 1897, oui, j'ai vu ça, ouais, à la Lamborghini Supercar de 2021. D'accord. Et c'est pareil, niveau prix, j'ai vu qu'il y avait une grosse palette. Grande palette. Alors on culmine avec, par exemple, la Ferrari California châssis long, qui est estimée entre 8,5 millions et 10,5 millions d'euros. Mais en parallèle, on peut s'offrir une 2 chevaux 6 Charleston pour 10-15 000 euros avec 6 000 km d'origine. Voilà. D'accord, très large palette. Ok. Et alors d'ailleurs, tu parlais des supercars. Moi, ça c'est une tendance que je vois de plus en plus dans les ventes aux enchères. Même les maisons comme Arcurial qui sont habituées à vendre des voitures anciennes surtout, il y a de plus en plus de supercars modernes. Pourquoi ? Alors, il y a de plus en plus de supercars modernes. Il faut bien voir que tu as remarqué sur le salon qu'on ne voit pas beaucoup de Ferrari F40, ni de Ferrari F50, etc. C'est vrai. Ce que l'on voyait beaucoup il y a quelques années dans les ventes. Aujourd'hui, pour l'instant, elles n'y sont plus. Et comme l'effet des modes et l'intérêt pour les Youngtimers qui se décalent, eh bien aujourd'hui, on s'intéresse aux productions récentes. Évidemment, les productions réduites, de voitures exclusives, les séries limitées, les voitures compliquées à avoir. Des autos qui rentrent déjà dans la collection. Ok, très bien. Bon, là on va faire un tour des autos de collection. Alors celle-là, on en a parlé rapidement, mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est quand même un très beau morceau. Bah c'est magnifique. La Ferrari 250 California, Ferrari 250, c'est quand même le trait d'union entre Ferrari en compétition et Ferrari en grand tourisme. Ouais. Là, on a le meilleur des deux mondes, puisque tu as le beau V12 Colombo, habillé par un dessin magistral de Pininfarina, carrosserie faite chez Scaglietti. Le dessin, il est somptueux, une combinaison de couleurs à tomber. Très sympa, bon, je veux dire, quoi de plus beau dans la production des années 60 en Italie? Pas grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une très belle auto. On va voir d'autres autos. Avec plaisir. Tu nous as fait une petite sélection? Eh bien oui.
On va aller vers des couleurs un peu chatoyantes parce qu'en plein cœur de l'hiver, on a besoin de se réchauffer un peu le cœur. On te suit. Allez, on y va. Premier arrêt, donc tu nous as dit des couleurs, effectivement c'est coloré. De la couleur, c'est le même collectionneur et on reconnaît bien un petit peu le fil rouge, si je peux dire ça comme ça, de sa collection. Des voitures italiennes, mais des mécaniques américaines et des couleurs très 60s, 70s. On a cette exceptionnelle Isogrifo qui est une des 34 équipées du moteur 351 Ford. Ouais, donc tout à la fin. Tout à la fin de la production. Et plus rare encore, elle a la transmission automatique. Et c'est la seule dans cette couleur bleu turquoise qui est fabuleuse, avec un très bel intérieur bleu. Elle a été vendue neuve en Italie. Très rapidement, le deuxième propriétaire n'a plus assumé la couleur et donc elle est devenue bleu nuit. Et son propriétaire actuel a décidé évidemment de lui redonner cette livrée qui est spectaculaire et qui est magnifique. L'autre, elle n'a rien à voir en fait. Par rapport à une Grifo, le moteur n'est pas placé au même endroit, c'est pas la même philosophie. C'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Là, on est vraiment dans la voiture 2 places, strict 2 places, sport. Moteur en position centrale arrière, un dessin, du coup là on passe chez Bertone, carrosserie par Ghia. Un dessin spectaculaire. Celle-ci, donc il y a eu 2 phases de Mangusta, celle avec les phares pop-up comme celle-ci, dont il n'y a eu que 64 unités, et puis celle avec la calandre un petit peu plus conventionnelle. Et puis celle-ci, elle a ce coloris exceptionnel, orange. Moi j'aurais voulu être à l'époque, dans les années 70, avec une auto comme ça, c'était exceptionnel. Tu as pu les conduire ces autos-là? Oui, chacune d'entre elles. C'est 2 philosophies très différentes. Si tu devais faire de la route, je te conseille celle-ci. Celle-ci, la position de conduite, la Mangusta, tu es très en arrière et le pavillon est assez bas. Donc au-delà d'1m80, t'es ennuyé. C'est un peu le style alpine, c'est ça. Mais bon, il faut souffrir pour être beau, comme dirait l'autre. Alors celle-là, il me semble qu'on l'a déjà vue. Il est possible qu'on l'ait déjà vue. À Lyon, non? Elle était au salon de Lyon et c'est une lyonnaise de cœur, puisque c'est l'expert en Amilcar Gilles Fournier, qui était dans cette région-là, qui a construit cette voiture, parce que c'est une reconstruction, avec un certain nombre de pièces d'origine qu'il a cherché depuis les années 80. Et preuve que c'est un long projet, la voiture n'a été achevée qu'en 2005. Ah oui. Il a parcouru l'Europe pour prendre des modèles sur les voitures authentiques, pour trouver les pièces, pour trouver les bleus d'usine de chez Bugatti. C'est bien qu'aujourd'hui, celle-ci, elle est à mon sens plus belle que bien des authentiques. Et je dois dire que c'est probablement ma préférée, c'est très personnel, mais j'aime beaucoup cette voiture, j'ai eu l'occasion de rouler avec et c'est un bonheur absolu. En plus, elle a cette patine, elle a vécu une patine, un petit peu. Une patine. Alors, et donc, ce qui est étonnant pour une reconstruction en fait. Alors, il faut dire que Gilles Fournier a beaucoup roulé avec, et puis il l'a patiné un petit peu aussi, il a aidé un petit peu le temps, voilà, mais de manière assez réussie et subtile. Ok, très bien. Ok, donc là on est sur le gang des 356. Le gang des 356, le pôle Porsche, on a fait une belle fleur, on a essayé de s'appliquer. Et donc 3 versions de 356 un petit peu différentes. Et celle-ci a vraiment une histoire singulière, puisqu'elle a été vendue neuve en France et que 2 ans plus tard, elle est achetée par un jeune acteur en plein essor, qu'on ne connaît plus aujourd'hui mais qui s'appelle Claude Rollet. À l'époque, il était à l'antenne, comme on dit, chaque soir, donc la France entière le connaissait. Une vraie star. Une vraie star. Et donc avec ses premiers cachets, il décide de s'offrir la voiture de ses rêves, cette Porsche 356 Cabriolet 1600, avec le moteur Super 90, donc le moteur le plus puissant. Et il va se servir de la voiture pendant des années et des années. Il y a des photos que l'on retrouve sur Getty Images où il est à bord de sa voiture. Il avait même pour la blague installé un téléphone, mais les téléphones, tu sais, avec les cadrans qui tournent, branché à rien évidemment. Et quand il était au feu, il me racontait qu'il faisait semblant de prendre un appel et de dire « Ah oui, le prochain tournage, bien sûr, j'y serai ». Et donc les passants étaient ébahis et voilà. Donc c'était un esprit facétieux, rigolo, il sait toujours d'ailleurs. Et donc voilà, et donc cette voiture il l'a fait restaurer il y a peu, il en est resté propriétaire jusqu'à aujourd'hui, donc c'est assez exceptionnel. Et donc la voiture est là et aujourd'hui bon, il décide de s'en séparer avec un petit pincement au cœur, mais bon la vie passe et donc voilà, il a d'autres priorités maintenant. Ok, très bien. Donc, après le gang des Porsche, là c'est plutôt les DS, mais je crois que tu veux nous parler de celle-là en particulier. Eh bien oui, parce que celle-ci, tu sais nous on aime bien les histoires, il y a les objets c'est bien, mais les histoires derrière. Celle-ci, elle a été vendue neuve à un médecin parisien. Elle est restée dans sa famille jusqu'en 2020. Même famille. Et donc les enfants nous ont raconté qu'à l'époque, ils partaient en vacances en Corse
depuis la région parisienne, par la route évidemment, par la Nationale 7, avec une remorque. Donc la voiture a un attelage. Et les enfants se souvenaient qu'ils chantaient à tue-tête, décapotés, et qu'ils emmenaient toutes les affaires dans la remorque. D'accord. Voilà. Alors on n'a plus la remorque, mais il y a toujours l'attelage. Okay. Et donc je trouve que c'est sympa parce que ça nous replonge dans ces années 60 où on roulait la Nationale 7, tout ça. Et donc on pouvait voir un cabriolet DS avec sa remorque. Alors que maintenant on pourrait plus l'avoir en concours d'élégance. C'est plutôt ça, oui. Concours d'élégance avec une remorque, ça peut se tenter. Et ça pourrait même faire une catégorie à part, à mon avis. Il y a peut-être une idée à vendre là. Donc là, sortie de Grange, effectivement. Ça se voit. Ça se voit, tu sais qu'il n'y a pas de bonne vente aux enchères à Rétromobile sans sortie de Grange. Donc on se démène chaque année pour aller trouver des autos, et des autos qui sortent du commun, dans les remises, des propriétés, des châteaux, etc. On a toujours une oreille qui traîne. Et donc cette année, on est très fiers de présenter cette Delaunay Belleville, qui est restée dans la même famille depuis l'origine. Un modèle HB6, donc un 6 cylindres, en 1912. Avec une carrosserie Audino, la voiture a roulé jusque dans les années 30. Elle était passée de mode, on la met dans la remise du château et c'est nous qui l'avons fait ressortir en fait de la remise. Donc avec évidemment beaucoup d'émotions et un plaisir non dissimulé. Voiture complète. Voiture complète, voilà, dans son jus. Il y aura du travail avant qu'elle... Oui, mais alors un travail, il faudra la toucher d'une main tremblante, c'est-à-dire que peut-être la remettre en état tout en conservant l'état d'origine. Le plus possible. Voilà, donc Et puis une autre originalité, ça c'est exceptionnel aussi, la torpille de Léonce Bobry, donc qui est constructeur de cette voiture, qui avait un garage à Saumur et qui donc se lance dans la construction de ses propres automobiles. D'accord. Il prend un moteur ballot et il construit tout autour, donc cette carrosserie qui est 2 places en tandem, moteur ballot, 2 vitesses, une carrosserie tout en acier, donc pas de bois. Ce qui est assez exceptionnel pour l'époque. D'où cette forme un peu peut-être de cuvelage pour Oui, mais la voiture, il faut bien penser qu'elle date de 1909. En 1909, on construit beaucoup je la voyais des 1920, autos. moi. Eh ben non, en fait, celle-ci, c'est 1909. D'accord. Donc ça est assez exceptionnel et conservé par la famille du constructeur depuis l'origine. Donc voilà, encore une histoire limpide et superbe. Du coup, celle-là, c'est une moderne, c'est une Youngtimer à côté. C'est la Youngtimer de la Delaunay Belleville. Mais jolie auto aussi, puisque 301 Roadster, une voiture qui a été vendue neuve à Madame Mareuse. Madame Mareuse était une pilote très connue, elle a fait les 24 heures en Bugatti, notamment, 24 heures du Mans. Et très tôt, elle la cède à une amie qui habitait à Royan, qui est la tante des actuels propriétaires. Elle a pris part à des concours d'élégance à Royan, donc il y a des très belles photos d'époque où on la voit en tenue avec le numéro de concurrent, etc. Et voilà, et la voiture a été arrêtée dans les années 50, remisée dans le château également, redémarrée dans les années 80, puis de nouveau oubliée. Et donc, parce que par exemple, la capote, elle donne un bel exemple, enfin, hormis la lunette, c'est nickel quoi. C'est un très bel état de préservation, c'est vraiment, on aimerait les trouver toutes comme ça. C'est sûr. Et c'est probablement une des seules qui reste dans cet état-là. Ok. T'en as encore d'autres à nous montrer? Oui, il y en a plein. Alors la van life c'était l'an dernier sur la passerelle, mais vous en avez encore des réminiscences là? Nous on s'est jamais arrêté, on adore le camping tous dans l'équipe et donc on a toujours une petite sensibilité pour les engins un peu originaux. D'accord. À l'image... Celui-là n'est pas un camping-car? C'est pas un camping-car, mais bon, on pourrait très bien en faire un. On se voit bien partir en vacances avec quelques valises arrimées sur le toit et voilà. C'est le 23 fenêtres. C'est le 23 fenêtres, exactement. L'archétype, le top, le Sambabus comme on l'appelait, voilà. Et donc, au camping, peut-être qu'il était à côté de ce HY qui pour lui, pour le coup, est une réalisation spéciale faite par le carrossier Curus qui a carrossé beaucoup d'utilitaires en région parisienne. Et donc c'était une demande spéciale, un châssis rallongé, entièrement aménagé à l'intérieur avec tout le luxe moderne, dirais-je, de cette époque-là. Mais il y a le gaz, il y a un frigo, il y a des couchettes, il y a la penderie, il y a absolument tout. Et donc il a eu une vie assez tranquille, 3 propriétaires. Il a été restauré récemment, mais en conservant tout l'intérieur d'origine, donc avec ce côté un petit peu kitsch de la cuisine, des toilettes, douches, cabines, tout ça. Et donc c'est un témoignage aussi exceptionnel de cette époque du camping. Voilà. On a envie d'être insouciant avec ça, on aime ça. Vu qu'il vient d'être restauré, on peut partir au camping? On peut partir, le propriétaire a fait 2000 km avec il y a peu de temps. D'accord. Alors il ne faut pas être pressé, on roule à 80, voilà, mais bon, on prend le temps de vivre en fait. Donc, voilà. Ok, parfait. Bon, tu nous as montré de belles choses. Alors la vente, c'est
c'est vendredi à 14h pour les automobiles. Et puis samedi, il y aura les motos et l'automobilia à 14h également. Ok, ça marche. Bon, bah, on va jeter un petit coup d'œil parce que avant de tout voir, oui, c'est sûr. On va y passer du temps. Mais en tout cas, on te remercie. Je t'en prie, Et puis, bonne vente. Merci. Ciao. À bientôt. On est dans le hall 3 et le hall 3 à Rétromobile. Cette année, on y retrouvait notamment les vendeurs de pièces et les clubs. Alors, je vous propose qu'on aille poser des questions d'abord aux spécialistes des pièces, mais aussi des services et de tout ce qui tourne autour de la voiture ancienne, avant d'aller voir les clubs qui nous ont amené de très belles choses à Rétromobile 2024. Salut! Salut Benjamin. Ça va? Oui, parfaitement bien. Bon, je viens voir un spécialiste de la housse pour savoir si Rétromobile c'est encore un salon où les gens sont à la recherche de choses pour prendre soin de leur voiture ou s'ils viennent voir que les voitures en fait. Eh bien, je dirais qu'on a plusieurs types de clientèle, mais on a bien sûr les amateurs de véhicules anciens qui n'en ont peut-être pas eux-mêmes et qui viennent voir les plus belles autos du monde réunies ici à Paris. Mais on a aussi beaucoup de collectionneurs évidemment de la région parisienne, mais aussi bien au-delà, puisqu'on a aussi des étrangers qui viennent de Belgique, de Suisse. Donc oui, il y a encore beaucoup de collectionneurs qui viennent pour acheter des housses de protection, comme je peux proposer depuis plus de 25 ans à la compagnie de la housse, et puis toutes les autres pièces et produits d'entretien, etc. que proposent tous mes confrères. Ok, et toi c'est un salon qui marche ou c'est un salon où tu te fais connaître, tu vends? Oui, c'est à la fois un salon où on fait énormément de ventes, parce que ça lance véritablement notre année, commercialement parlant, je veux dire. Mais c'est aussi un salon qui permet de se faire connaître dans la durée. Si on est à Rétromobile, on est dans la place, on est dans les marchands de pièces et d'accessoires automobiles. Ce qui compte. Ce qui compte pour le marché et pour les collectionneurs. Donc c'est aussi un énorme outil de visibilité pour nous. Et donc on a les ventes qu'on fait sur place et puis on a les ventes qu'on fait en différé parce qu'on remet des devis, on donne des explications, on fait des contacts. Et puis c'est aussi un événement extraordinaire où on retrouve tous nos clients du passé qui viennent nous gratifier le plus souvent des produits qu'on a pu déjà leur vendre dans le passé. Donc c'est un très bon salon, très agréable. Ok, merci et puis on te laisse bosser avec tes nouvelles housses. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Salut. Voilà. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ça va, écoute, il y a encore des vendeurs de pièces sur Rétromobile, ça étonne toujours certains. Pour toi, c'est un salon où on peut encore vendre des pièces? Mais c'est un salon où on doit vendre des pièces. Donc on en vend depuis des années, on continuera à en vendre. Et ce qui me fait plaisir cette année, c'est de voir la recrudescence des vendeurs de pièces qui sont enfin revenus à Rétromobile. Donc je pense qu'il faut dire au public qui avait vécu quelques années un peu difficiles, l'année après Covid, avec le déménagement des halls, des gens qui avaient un peu abandonné leurs entreprises, etc. Les vendeurs de pièces sont revenus à Rétromobile. Et il y en aura, je pense, d'année en année de plus en plus. Une bonne nouvelle quoi. Une excellente nouvelle pour nos clients. Et pour nous, parce que plus on a de vendeurs de pièces autour de nous, plus on a d'acheteurs de pièces potentiels qui reviendront voir à Rétromobile. Parfait, je te laisse s'occuper de tes clients justement. Merci. Ciao. Bonjour, monsieur. Alors, j'ai une petite question pour un pro de l'assurance à Rétromobile. Est-ce que c'est encore un salon où on se fait connaître? C'est un salon où on entretient en fait les contacts qu'on a déjà eus? Comment on travaille à Rétromobile en fait? Bon, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand on a un parc de clients, les gens sont contents de vous voir. Et ça vous crédibilise de savoir que vous êtes à Rétromobile. Ça assure, c'est le cas de le dire, ça assure une présence, une notoriété. Et ça permet aussi, bien sûr, d'avoir des nouveaux contacts, de prospecter et de faire des devis. Okay. Et puis de transformer des devis éventuellement. Donc en fait, Rétromobile, c'est 5 jours, mais c'est plusieurs mois de travail. Ça complète le travail habituel. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est plutôt bien de le faire. Voilà comment je le ressens. Ok, merci beaucoup. Salut José. Salut Benjamin. Toujours présent en Rétromobile? Toujours présent, ça doit faire la 13e année je crois. D'accord, et c'est toujours pertinent d'ailleurs d'être là au bout de 13 ans? Ouais, je pense que c'est toujours pertinent parce que ça reste quand même le salon le plus prestigieux de France. On est dans les rares derniers vendeurs de pièces à venir. Alors il y en a qui sont partis, il y en a qui reviennent. Effectivement, on peut se poser la question de la rentabilité d'un événement comme ça, mais le fait d'être présent, ça nous permet un peu d'asseoir un peu la notoriété, de rencontrer des clients qu'on verra nulle part ailleurs, parce que le visiteur de Rétromobile, à mon sens, il est parfois unique. Oui. On a des gens qu'on peut rencontrer sur tous les salons français, mais il y a des gens qui ne viendront qu'à Rétromobile,
Et je pense qu'on voit surtout les nouveaux collectionneurs qui viennent à Rétromobile. Je pense que c'est le premier salon des primo-accédants dans la voiture ancienne. Mais du coup, tu vends peut-être plus de pièces pour des Youngtimers que pour des voitures des années 50 ? Non, il n'y a pas de règle. Nous, notre gamme, elle est vaste. Donc on vend un peu... Non, il n'y a pas de... On vend vraiment pour toutes les générations. Effectivement, la clientèle se rajeunisse. Mais on a quand même des jeunes qui investissent dans des autos anciennes, hein, dans des avant-guerres. Il n'y a pas de règle. Et vraiment, voilà. Je dirais que plutôt, ce qui fait la différence de Rétromobile, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine qui avance, aujourd'hui on n'est que mercredi, c'est pas la même clientèle. On a les vrais bricoleurs, ceux qui travaillent sur leur auto les premiers jours, et plus on va avancer dans la semaine, plus les gens achèteront des choses peut-être moins utiles pour leurs autos. Ok, merci, je te laisse justement aller voir tes clients. Eh bien merci. Ciao. Rétromobile, il y a encore beaucoup de clubs, là on est dans le hall 3, celui qui regroupe les clubs, des clubs très divers. On va aller en voir quelques-uns pour savoir pourquoi ils sont là et quelles sont les voitures qu'ils exposent. Toujours dans le hall 3 de Rétromobile, on est avec Victor Hidalgo du CX Club de France. Bonjour, enchanté. Alors, le CX Club de France, c'est typiquement pas le genre de club qu'on s'attend à voir à tous les salons, pourtant vous êtes à Rétromobile. Oui, absolument. On aime beaucoup Rétromobile, qui est un salon effectivement un peu prestigieux, et on est plutôt dans une voiture qui reste encore assez populaire. Mais on vient aussi dans les salons de province, on est très présent à Lyon, on est à Nantes, on est à Toulouse. On est un club qui est vraiment représenté dans toute la France avec des antennes régionales, et on met un point d'honneur à accueillir tous les amateurs de CX à travers la France. Ok, et puis cette année j'ai cru comprendre que c'est un peu particulier en plus par rapport à la CX. Alors effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a fait l'effort de venir à Rétromobile, l'effort financier qui est important pour un petit club comme le nôtre, puisqu'on fête effectivement les 50 ans de la CX. Un demi-siècle. Bon anniversaire à la CX. Merci, c'est très gentil. Et puis on va continuer et on va vous montrer quand même cette belle voiture. Merci. On est toujours dans le hall 3, on est avec Patrick Conjard, président du club Simca France. Tout à fait. Alors, comment on décide de la voiture qu'on amène à Rétromobile ? Est-ce qu'on veut amener forcément une très belle voiture très luxueuse, ou est-ce que vous, chez Simca, vous préférez amener de la populaire ? De toute façon, il y a les deux réponses, sauf que cette année, on avait l'opportunité de présenter la Kini d'Igor Bietri. C'était l'occasion de communiquer à la fois sur Simca, à la fois sur le record qu'il a fait à Montlhéry et son futur voyage Paris-Madrid. Okay. Avec une Simca emblématique, et en plus, comme cette année on fête les 90 ans de la marque, ouais. C'est la première Simca qui est sortie il y a 90 ans. C'était l'objet... Donc c'était évident que ça soit elle sur le stand. Cette année, forcément. Ok. Forcément. Merci beaucoup et puis bon salon. Merci. On continue notre tour des clubs. On est avec François Chauveau. Alors présentez-nous votre club, c'est... Alors moi j'appartiens et là je vais représenter 2 clubs sur le stand, même 4 clubs sur le stand. De ce côté-là, près de la R8 Gordini, et du côté des clubs du CAR Île-de-France, ça veut dire Club des amateurs d'anciennes Renault d'Île-de-France. Je suis dans ce club. Et de ce côté-ci, c'est l'association Renault Histoire, pilotée essentiellement par des anciens Renault. Alors nous, on ne collectionne pas les voitures, on collectionne et on organise des archives. D'accord. Que nous récoltons d'anciens Renault ou de la maison mère ou de tout ça. Nous faisons une gestion de documents, c'est-à-dire c'est des plans, des papiers, des photos, des vidéos. Nous faisons toutes sortes d'interventions toute l'année. Les 2 autres assos sur le stand, c'est derrière vous, ACMA, l'association des collectionneurs de miniatures d'anciennes Renault, qui sont des fous furieux de la collection de miniatures toutes les échelles, et qui ont exposé à la fois des voitures anniversaires, ici aussi, et d'autres voitures de record ou choses comme ça. Et derrière, c'est l'association de la maîtrise de l'encadrement et des techniciens de l'île Seguin. L'île Seguin, c'était l'usine Renault où il y a la scène musicale aujourd'hui. Et tous les adhérents sont des anciens, fermés en 1992, sont des anciens de l'usine. Donc ils conservent de la mémoire de l'usine. Alors, je suis devant une Celta 4. C'est les 90 ans de la Celta 4, 1934, celle-ci est de 1936, mais c'est une carrosserie très spéciale et rarissime puisque c'est un coupé avec le siège de belle-mère. Ça s'appelle un siège de belle-mère en français. Et c'est une voiture rarissime et dans un état qui est un de nos adhérents des 2 associations justement. Donc voilà à quoi on joue aujourd'hui. Côté du car, nous prenons, je vais faire un peu de pub, des inscriptions. Nous avons ouvert hier pour notre grande manifestation que nous faisons tous les 2 ans, Losange Passion Internationale à Montlhéry, 29 juin à Montlhéry. Ok, merci beaucoup. Voilà messieurs.
Merci. On continue. Alors on est sur le stand du club Mercedes-Benz France avec son président Bernard Boisseau. Oui, enchanté. Vous nous présentez une très belle voiture. Oui. Et comment vous faites le choix d'une telle voiture pour le salon Rétromobile? Le salon Rétromobile, on doit présenter déjà des modèles qui sont dans des parfaits états. Ouais. Et cette année, bien sûr, c'est l'anniversaire de la sortie de la présentation de la 300 SL à New York, donc en 1954. Voilà, d'où la présence de cette auto. Ok, donc c'était évident, c'est pas juste... Non, c'était évident et toute l'année, nous allons fêter l'anniversaire de la 300 SL. Sur Nantes, nous aurons 2 300 SL de présentés. À Rouen, nous aurons 2 300 SL, une papillon et un roadster, et ainsi de suite. Toute l'année. Bon programme du coup. Oui, bien sûr. Et puis félicitations pour cette très belle voiture ici. Eh bien merci, c'est un membre du club qui nous la prête généreusement. Voilà, et une très belle auto dans un état parfait. Merci beaucoup. On continue, alors on va peut-être pas forcément voir des voitures comme ça, mais on va continuer chez les autres clubs. On continue notre tour des clubs. Je suis avec Christian Ruisseau, président du MG Club de France. Bonjour, enchanté. Donc des MG, on en voit beaucoup sur le salon et justement, on voit beaucoup de MG, il y a une grosse présence en bas. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, oh c'est bon, il y a déjà assez de MG, on n'a pas besoin de remontrer le MG Club de France? Non, tout à fait. En fait, on fête le centenaire et on a réussi à motiver et à sensibiliser le salon sur l'intérêt de notre marque. Effectivement, ils ont joué le jeu, ça a été quelque chose de formidable pour nous que d'avoir cette exposition dans le hall 1. Mais ça n'empêche pas que nous, on est toujours ancrés dans le village des clubs. On est hall 3, ça c'est notre espace en tant que club. Et on est toujours présent, bien évidemment. Il faut faire un peu le grand écart pour être un peu en bas et un peu ici. Alors voilà, en ce qui me concerne, du coup, je fais un peu l'essuie-glace entre les deux, bien sûr, mais voilà. Mais les membres, j'en retrouve en bas, que j'en vois ici, et inversement, donc ça fonctionne très bien. Et bon, les gens sont vraiment ravis de tout ce qu'ils voient. Effectivement, des MG, on en a partout. On en a aussi dans le stand de Youngtimer, on en a chez certains de nos partenaires, c'est génial. C'est votre année. Génial. C'est l'année, il faudra attendre encore 100 ans pour le prochain coup, donc on n'y sera plus. De celle-là. Ok, merci beaucoup. Merci à vous et bon salon. Voilà une belle avant-guerre. D'ailleurs, on vous a dit qu'on allait parler d'avant-guerre cette année sur News Anciennes. Et on a profité de Rétromobile pour poser des questions aux gens sur ce qu'ils pensent des avant-guerres. Mais surtout, on a écouté les réponses à ces interrogations de certains spécialistes. On vous emmène voir ça. Si je vous dis voiture d'avant-guerre, mais d'avant 1914, qu'est-ce qui vous vient comme idée à l'esprit? Quadricycle à moteur. Quadricycle à moteur, ouais. Très ancienne. En fait. Très ancienne, ouais. Ça me fait vraiment penser avant 1914 à les voitures style presque des carrioles, mais avec un moteur à l'avant. Ok. Tel qu'on les avait à la fin du 19e, les toutes premières, quoi. Ok, merci. Si je te dis conduire une avant-guerre, qu'est-ce que tu me dis? Compliqué à conduire. Toujours pour parler d'avant-guerre, on est avec Ben. Bonjour. Qu'on ne présente pas, enfin on peut quand même le présenter. Oui, quand même. À ceux qui ne connaîtraient pas, Ben qui anime la chaîne Ben Auto. Tout à fait. T'es à combien de vidéos maintenant? 240 je crois. Voilà. En comptant les shorts qui sont pas réellement des vidéos longues mais voilà. Et donc tu essayes plein de voitures différentes. Oui. Et récemment, tu as essayé une vraie avant-guerre. Oui, une Ford T. Voilà, et du coup, justement, on vient de nous dire, première idée on a demandé à quelqu'un, sa première idée à propos d'une avant-guerre, il a dit c'est dur à conduire. Il y a du vrai et du pas vrai. Alors c'est vrai parce que si on prend l'exemple de la Ford T, il y a des commandes qui sont pas du tout classiques comparé à une voiture normale. Faut pas appuyer sur la pédale du milieu. Pas du tout. Mais par exemple, si tu prends quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture avant une Ford T, il arrivera parfaitement à la conduire parce que c'est notre cerveau qui est condensé. Voilà, c'est ça. Pour dire la pédale de gaz elle est à droite, l'embrayage à gauche et le frein au milieu. Sauf qu'une Ford T, c'est pas du tout ça. Rappelle-le pour ceux qui ne savent pas pour une Ford T. Ford T, alors de souvenir, parce que ça fait 1 an que je l'ai conduite. La pédale de gauche fait première point mort et deuxième vitesse. Ensuite, il faut laisser libre. Accélérateur au volant, commande à droite. L'allumage à gauche. Ouais. La pédale du milieu, c'est la marche arrière. C'est la marche arrière. Ouais. Et la pédale de droite, c'est la pédale de frein. Sauf que sur une Ford T, il n'y a pas de frein. Donc, oui, le freinage. Donc elle est inutile presque cette pédale. Quand même. Oui, mais c'est les freins qui bloquent un peu. Le frein, il est dans la boîte. Ouais. Voilà. Donc effectivement, c'est compliqué à conduire. Ouais. Mais niveau sensation, par contre, c'est incroyable. À 30 km/h, on se fait peur. C'est vraiment, on prend le temps, quoi. Surtout que je l'avais testé sur les petites routes auvergnates. Là, c'était vraiment top. Mais dans la circulation, ça fait flipper, quoi. Et tu le conseilles du coup? Oui, c'est une super expérience. Moi, j'ai dû tester en 3 ans là, 100 voitures.
Et c'est dans mon top 5 des meilleurs essais que j'ai jamais fait. Alors que j'ai roulé des voitures vraiment incroyables, mais la Ford T, pépite. Ok, donc c'était pas faux, c'est pas facile à conduire. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. Ouais. Bon bah merci Ben. Avec plaisir, avec plaisir. Si je te dis voiture avant-guerre, tu penses à quoi? Je pense à des voitures qui sont anciennes, parce que pour moi les voitures modernes ça commence après la Seconde Guerre mondiale, après 48 à peu près, où il y a eu une vraie recherche au niveau de l'aérodynamisme, une vraie recherche au niveau des manières de fabriquer, de tout ce qui est suspension, châssis, moteur. Ça a vraiment commencé pour moi l'ère des voitures modernes à ce moment-là. Donc avant c'est un peu ancien, surtout avec les phares qui sont posés sur les ailes où niveau aéro c'est pas ça. Ok merci. Alors pour le répondre, on a avec nous Fabien du Club des Tough Stuff. Club des Tough Stuff. Le club Vétéran des Tough Stuff. Club de France. Voilà. Comment expliquer ça très rapidement? Très rapidement, c'est très simple. C'est le premier club de voitures anciennes en France. On a le numéro 1 à l'Automobile Club de France. D'accord. Qui est né suite à plusieurs associations d'automobilistes en fait. Donc en 1935, le club de Tough Stuff a été créé en 1935. Et il se concentre sur des voitures de quelle génération? Principalement avant 14, mais on a une section 1918-1932 aussi. Ok, voilà. Très bien. Donc ça est parfait pour répondre à la personne qu'on a vue juste avant, qui nous disait que les voitures d'avant-guerre sont des voitures vraiment très anciennes, archaïques. Voilà, avec des solutions dépassées et que les voitures modernes apparaissent après-guerre. Alors, je pense qu'en effet, c'est pas faux, mais très rapidement, et je dirais même qu'en 1920, juste après la Première Guerre, on avait déjà essayé la quasi-totalité des technologies qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, elles n'avaient pas été appliquées. Et puis chacun dans sa marque. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça exemplaires. dépendait des ingénieurs aussi. Ouais. Mais c'était des laboratoires un petit peu, on va dire. Le principal, c'était quand même d'aller à un point A à un point B. Donc, les voitures populaires, elles n'étaient pas forcément très évoluées, on va dire. Mais quand même, à côté de ça, on cherchait des solutions pour améliorer le freinage, améliorer les performances, surtout. Petite particularité du club des Tough Stuff à Rétromobile, vous roulez? C'est ça, exactement. Tous les jours, à 11h et à 15h, on fait une animation dynamique à l'extérieur, où on emmène le public. Et je crois que l'année dernière, on était à peu près à 2000 personnes qu'on a transportées sur toutes les journées du salon. Donc, voilà. Si vous nous voyez ce soir, vendredi, samedi, dimanche, 11h, 15h, et vous pourrez faire un tour dans ces autos-là. Merci Fabien. Merci à toi. Ciao. Salut. Si je te dis avant-guerre, tu penses à quoi? Alors je pense à des formes hippomobiles. D'accord, ok. Merci. Salut Hugo. Salut Benjamin. Alors je suis venu sur ce stand d'Agut pour te parler d'un sujet que tu aimes bien, les avant-guerres. Effectivement, écoute, je suis responsable des ventes au sein du département automobile de collection dans la maison de vente chez Agut et spécialiste avant-guerre jusqu'aux années 50, donc ça c'est vraiment mon dada. Donc je t'écoute, quelle est ta question? Alors, lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils pensent des avant-guerres, on nous a dit c'est dur à conduire, etc. Moi, il y a une chose sur laquelle je voulais te faire réagir. C'est quelqu'un qui m'a dit, lorsqu'on me parle voiture avant-guerre, je pense à des voitures hippomobiles dans leur forme en fait. Alors il y a eu des voitures hippomobiles, il y a notamment eu des fiacres chez Bugatti, mais il n'y a pas que des voitures de forme hippomobile. On a aussi dans les années 20 des très belles voitures de course ou de sport. On a sur le stand, ça par exemple c'est une National Pescara, c'est un moteur 8 cylindres, double embarquement de tête à compresseur des années 30, de tout début des années 30, qui a été champion d'Europe des courses de côte, donc champion d'Europe de la montagne en 1931, et qui a également participé au Grand Prix de Monaco en 1932. À l'époque, concurrente directe des Bugatti 51, des Alfa Romeo 8C et autres Maserati 8 cylindres. Donc là, on n'est pas dans l'hippomobile. On n'est pas dans l'hippomobile, ça fait 160 chevaux, ça pèse 600 kg, et aujourd'hui, un feu rouge, c'est loin d'être ridicule par rapport à une Golf GTI, c'est les seuls trucs que je connaisse modernes. Ça marche. Et là, pareil, derrière, là, on n'est pas dans le superbe auto, une Omega 6, voiture française, 6 cylindres en ligne, arbre-à-caman de tête. D'accord. Voiture incroyable des années folles qui a appartenu à Hélénis, qui était une danseuse star dans les années 20. Il n'y a pas eu que des Bugatti. Qui était pilote de Bugatti, on a un panneau là-bas, qui était pilote de Bugatti, qui a beaucoup couru sur Bugatti et sur Alfa. Et ça, c'est une voiture qui roule à 160-170 km/h. C'est encore une fois des sensations incroyables, bien éloignées des calèches hippomobiles. Voilà, et ben voilà la réponse. Sauter le pas pour acheter une avant-guerre. Exactement. Merci Hugo. Je vous en prie. Ciao. Clément, si je te dis voiture d'avant-guerre, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Je connais pas du tout, j'en vois jamais, je sais pas ce que c'est. Ok, ça marche, merci. Frédéric, je viens d'avoir une petite réaction sur les avant-guerres. Déjà, alors,
Pourquoi c'est toi que je viens interviewer, à ton avis? Il paraît que je suis référent des avant-guerres, des véhicules avant-guerre, parce que ça concerne les autos, les motos, les utilitaires et tout ce qui est construit avant 1940, même la Première Guerre. Et donc on a créé un groupe de travail au sein de la FFVE pour promouvoir les véhicules avant-guerre. Bah justement, la promotion, il va un peu en être question. On nous a dit, quand j'ai demandé à cette personne, les avant-guerres, qu'est-ce que ça t'évoque? Je connais pas et j'en vois pas. Alors oui, on peut aller dans ce sens-là quelque part. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont tendance à déserter les manifestations. D'accord. Parce qu'il y en a de moins en moins et du coup les gens, une, deux avant-guerres, quand on se retrouve tout seul, le fêter, on n'y vient plus quoi. Mais pourquoi ils se retrouvent tout seuls? Je pense qu'il y a un phénomène de... Les gens prennent, quand ils ont une avant-guerre et une autre auto, ils prennent plutôt une auto plus moderne pour se balader? Voilà. Ah, il y a ça déjà, ouais. C'est-à-dire que si tu as le voisin qui va prendre la plus récente, une timer, etc. Pour sortir au rassemblement, à la manifestation du coin, ça va pas inciter le copain qui a une avant-guerre et puis de fil en aiguille, les avant-guerres disparaissent des manifestations. Heureusement, on a quand même des clubs de marque qui les font sortir et puis des manifestations comme le Vintage Revival ou d'autres grosses manifestations qui les mettent à l'honneur. Mais c'est vrai qu'en règle générale... Mais c'est des manifestations qui sont avant-guerre pour le coup. Au sein de la FFVE, on a créé ce groupe de travail pour les promouvoir et les faire ressortir un peu dans les manifestations, on va dire, où il y a plus de véhicules récents, et les mettre à l'honneur surtout, et sensibiliser les collectionneurs en premier lieu bien sûr, mais les organisateurs de manifestations aussi, et essayer de trouver des terrains d'entente pour les mettre à l'honneur. Ok. Voilà. Ok. Et le fait qu'on les voit pas, est-ce que ça tient pas aussi de l'âge des propriétaires? Alors c'est vrai que ça glisse un peu, il y a quand même une génération de collectionneurs anciens qui part, qui ont amassé beaucoup de véhicules, qui ont des grosses collections, mais il y a quand même un renouveau, nous qu'on constate sur les réseaux sociaux, au sein de la FFVE quand même. Il y a des jeunes qui s'impliquent dans l'avant-guerre et je pense qu'il y a quand même un bel avenir encore pour l'avant-guerre. Il faut y travailler, il faut les mettre à l'honneur et il faut les inciter à sortir. Ok, très bien. Bon, et on espère que le message est passé. Et donc si vous voulez profiter de Rétromobile pour venir prendre une photo devant cette auto, alors présente-la nous quand même. Donc on met à l'honneur cette année, dans le cadre du centenaire de l'anneau de Montlhéry, 2024, on a exposé une Amilcar C6 de 1927. Voilà, un moteur 6 cylindres. C'est une version client, ça roule à 165 km/h, double abracam en tête. Donc une très belle auto qui en son temps tournait sur le circuit de Montlhéry. Notamment, vous pouvez le voir sur un film de 1932 qui est diffusé à côté de moi, avec des protagonistes qui se retrouvent au volant d'une Amilcar C6. D'accord, ok. Et du coup, les gens peuvent profiter du photobooth pour se faire prendre en photo. Tout à fait. Voilà. Ok, et merci Fred, voilà. On va continuer avec les questions qu'on nous a posées. Ciao. Derrière moi, vous pouvez voir une belle Delage, une marque disparue que certains essaient de faire revivre. Mais des constructeurs qui n'ont pas disparu, il y en a à Rétromobile. C'est Pierre qui vous emmène faire le tour. On va commencer tout simplement avec le stand Porsche. Alors, qui a d'un côté toujours un petit espace club mis en avant. Donc là, avec une Porsche 944. Et surtout, l'espace Porsche en lui-même, qui fait plutôt simple cette année, une Porsche 930, la Porsche 935 du musée Porsche à Zuffenhausen, le tout sous une juste éclairé comme il faut pour que ça ressorte sans que vous êtes trop tape à l'œil. Les moteurs à côté historiques de la marque, simple, efficace. Si vous êtes amateur de la marque, vous avez juste probablement deux des modèles les plus iconiques de l'ère turbo chez Porsche, qui est un badge qu'ils essayent aujourd'hui de remettre en avant, même si les moteurs ne le sont plus. En face, vous avez Renault. Par où commencer avec toutes ces voitures de record, ça va être un petit peu compliqué. Et je ne vais pas le nier, je ne vais pas vous refaire leur palmarès en intégralité parce que sinon on serait incapable de tenir un temps raisonnable. Il y en a pour une heure, juste pour parler de ces 4 à 5 voitures. Donc je vous emmène faire le tour de la rotonde avec moi. Et on a des véhicules de record de toutes les époques et des véhicules de compétition. Vous avez l'Étoile filante qui a été une des premières Renault de record de vitesse. Vous avez également une Dauphine, oui c'est une Dauphine que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est une Dauphine Gordini, qui là fait partie des véhicules de course les plus classiques, entre guillemets. C'est une voiture des années 20, ce qui se voit un petit peu avec son design très d'époque, on va dire, mais avec les débuts de ces carrosseries profilées qui permettaient de gagner un petit peu en vitesse, etc., etc. On va enchaîner par la suivante. Là, c'est une Renault Nerva Sport, donc on est un tout petit peu plus récent. On est passé des années 20, là on passe aux années 30. Comme vous le voyez, 3 records du monde avec une moyenne de 168 km/h. On va finir par la, entre guillemets, pas forcément la plus récente de toutes d'ailleurs, je dis des âneries. Là on revient dans les années 50 du coup avec le Tank 4 chevaux, mon Tank du fait de son physique pas très gracieux dirons-nous. Voilà, je
vous fais un petit tour rapide de ces 5 voitures. On ne va pas rentrer forcément beaucoup dans les détails parce qu'il y a beaucoup de constructeurs à vous présenter. Par contre, petit détail qui ne peut pas vous avoir échappé, toutes ces voitures sont surplombées par un avion, puisque cet avion fabriqué par Caudron était propulsé par un moteur Renault. Et ça rentre dans l'histoire de la marque et c'est tout ce que Renault a voulu mettre en avant aujourd'hui. Et on va passer du coup au voisin d'en face, Volkswagen, où là, il ne va pas y avoir beaucoup de surprises. La Golf fête ses 50 ans cette année, donc vous avez du coup les 8 générations de Golf réunies au même endroit, partant de la Golf 1, tout là-bas, à la Golf 7 ici, et la Golf 8 qui traîne au milieu, puisque c'est la voiture à mettre en avant pour des raisons évidentes de marketing aujourd'hui. Petit détail que je trouve, pour le coup, excusez l'expression, un petit peu couillu, ce ne sont que des modèles de base qui sont présentés, non pas des GTI, des 32, etc. Non. On reste avec des modèles extrêmement basiques, dans une teinte plutôt neutre qu'est le gris métal, mais qui a été pendant très très longtemps la couleur de choix pour les présentations de Volkswagen, et ce sont toutes celles qui ont été gardées par Volkswagen Classic pour présenter l'ensemble. Derrière, on a 2 combis qui entourent l'île des Buzz. Bon, on ne peut pas y couper malheureusement, mais ça fait partie du jeu aussi. Je voudrais quand même vous les montrer un petit peu plus en détail ces 2 combis, puisque vous avez d'un côté un combi 21 fenêtres, qui est celui du fond. Donc on se retrouve ici au milieu des combis. Alors malheureusement il y a beaucoup de monde, donc vous n'allez pas forcément voir facilement le combi 21 fenêtres, qui est quand même un des combis les plus iconiques de l'histoire du modèle. Et à côté de lui, vous avez un Type 2, donc la version un petit peu plus récente, mais si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il a quand même quelque chose d'un petit peu différent. Déjà, les rétros sont très carrés et très plastiques, ce qui surprend par rapport à la forme de ce combi qu'on a l'habitude de voir de manière générale avec des petits rétros chromés, etc. Mais surtout, cet droit à l'avant qui dépasse par rapport à la face plate qu'on avait d'habitude, juste pour une raison très simple. Ne vous en offusquez pas, c'est juste qu'il y a un radiateur, puisque ce combi date non pas des années 60, mais de 2013. Donc, il est équipé d'un moteur de polo à l'arrière, moteur refroidi par eau, il faut un radiateur, il est installé à l'avant. Ça dénature un peu la ligne, mais ça permettait de continuer la production jusqu'aux années 2010. On se retrouve maintenant chez Skoda, avec une voiture qui vous semble pas forcément familière par rapport à l'image qu'on pourrait rattacher à la marque, mais c'est pourtant un des premiers véhicules qui a été produit en République tchèque. C'est en fait une Hispano Suiza sous licence, un véritable carrosse de luxe pour l'époque, et c'est des premiers modèles vraiment marquants. C'est un des premiers modèles vraiment marquants de la marque, qui va permettre, si vous suivez ce qui se passe derrière moi, de voir toutes ces Skoda superbes qui fêtent cette année ses 90 ans. Donc la voiture grise est la première superbe qui est apparue. Ensuite, vous avez différentes générations qui sont là pour montrer l'évolution du modèle au fil des ans. Voilà, le fleuron de la gamme, on va essayer de faire un tour rapidement dessus, qui n'est pas rattaché forcément à l'image qu'on en a aujourd'hui, qui est un peu plus populaire du fait de son positionnement dans le groupe Volkswagen. Ça reste quand même une berline qui a marqué l'histoire, et surtout de l'autre côté du rideau de fer après la guerre. Petit détail que j'avais laissé de côté, la petite voiture rouge que vous avez là-bas, qui est une voiture de course, la livrée vous le laisserez préfigurer, qui est en fait une voiture qui était prévue pour courir dans les petites catégories, avec un petit 1100 cm3. Et là, vous avez déjà vu potentiellement la version Roadster de cette voiture à différents endroits. Là, c'est un des 2 coupés qui ont été produits entre 59 et 60. Il a été intégralement reconstruit par Skoda, et c'est la première fois que vous pouvez le voir, et c'est ici à Rétromobile. Voilà un beau sidecar, et c'est vrai que les sidecars, mais plus précisément les 2 roues, sont des véhicules assez importants dans le monde de la collection évidemment, mais à Rétromobile 2024 aussi, parce que pour la première fois il y avait un espace moto, et c'est encore Pierre qui vous emmène le visiter. Bienvenue sur le stand Monneray, qui va être un des plus gros stands dédiés à la moto pour ce Rétromobile 2024, tout simplement puisque la famille Monneray, c'est une véritable saga au niveau du sport mécanique motocycliste en France. On démarre dès les années 20 et ça dure quasiment jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on en est à 2 générations complètes
La troisième est en route aussi. On commence avec Georges Monneret dès les années 20 qui commence déjà à s'engager en compétition moto et qui va continuer après-guerre, notamment par exemple avec cette VAP qui va utiliser pour établir un record de distance parcourue en 24 heures sur le circuit de Montlhéry avec la belle bulle qui lui permet de mieux rentrer dans l'air et du coup de faire des économies de carburant et de gagner en vitesse de pointe, donc de couvrir une distance plus grande. Et après, ce sont majoritairement trentaine de motos exposées au global. Ce sont majoritairement les motos de son fils Philippe qu'on connaît beaucoup plus, avec déjà la moto de poche qu'il utilisait enfant pour ouvrir les courses organisées. Et après, on va monter au fur et à mesure en taille et en cylindrée sur des motos qu'il va utiliser aussi bien en tant qu'ouvreur qu'en compétiteur, puisqu'il va commencer à courir assez rapidement sur cette Peugeot 104. Pour faire un gros résumé, 50 ans de compétition non-stop, allant des petites cylindrées jusqu'aux motos de Grand Prix et d'endurance. Donc ça va monter assez vite. Après, en plus, les Monneret ont couru sur à peu près tout ce qui s'est fait à deux roues. Vous avez du Peugeot, vous avez du VAP, vous avez du Moto Bécane, vous avez du Harley Davidson, vous avez du Norton et après même du Suzuki, du Yamaha. Vous avez vraiment toutes les marques représentées, allant des premières compétitions en 350 et en 500 cm3, puisque on parle surtout de Philippe Monneret, mais il y a également eu ses frères, dont Pierre qui a été le premier vainqueur en 500 cm3 français de l'histoire. C'est vraiment une famille très très riche, plus de 600 victoires et plus de 1000 records. Voilà, on a différentes motos de toutes les époques. On va avancer un petit peu par là sur les motos que je connais un petit peu mieux parce que je ne vais pas nier, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Sur les Suzuki et Yamaha des années 90 qui ont servi à courir aussi bien en endurance qu'en course, qu'en Grand Prix, avec des victoires en Grand Prix de France, au bol d'or, au bol d'argent, mais également aux 24 heures du Mans. Et enfin, tout au bout là-bas, vous avez une moto qui est beaucoup plus récente, qui a servi à établir un record de vitesse absolue au circuit du Castellet, avec 357 km/h, ce qui est même plus rapide que les voitures d'endurance sur la ligne droite du Mistral. Petit détour ce coup-ci par le stand Yamaha. Vous avez derrière moi la Yamaha de Christian Saron qui lui a permis de devenir champion du monde 250 en 89. Qui est un autre grand pilote français au niveau du Grand Prix moto. Et si vous prenez le temps de faire le tour de cette partie du hall à Rétromobile, vous allez avoir aussi tous les autres constructeurs. Globalement, vous avez Indian à côté, vous avez Triumph, vous avez Harley Davidson, vous avez BMW qui a ressorti des vieux Roadster R aussi, si vous aimez ce genre de machine. Vous avez Ducati qui fête les 30 ans de la 916. Vous avez plein de choses à voir, donc profitez-en, continuez à faire votre tour sur Rétromobile. Voilà une belle Amilcar. Une voiture, c'est bien qu'on puisse la voir en salon, elle n'est pas enfermée dans un musée. Mais d'ailleurs, certains musées ont profité de Rétromobile 2024 pour apporter leurs véhicules anciens et les montrer à tous. C'est Pierre qui vous montre ça. Rétromobile 2024, c'est aussi des musées, puisqu'il y a effectivement beaucoup de constructeurs qui sont là pour montrer leurs voitures, beaucoup de négociants, mais ce sont aussi des musées qui sont là au moins pour se mettre un petit peu en avant et pour qu'on puisse avoir l'envie d'aller les visiter. Là, nous sommes juste devant le musée, un des deux blocs du musée de la gendarmerie, avec une 403 break d'époque, et ainsi qu'une moto qui était utilisée en brigade de gendarmerie. À côté du musée de la gendarmerie, vous avez le musée national de l'automobile. Je ne vais pas essayer de vous le dire en italien, ce serait absolument ridicule, qui vient vous présenter du coup deux machines assez imposantes, dont cette Itala de 1907. On voit qu'on est vraiment dans les débuts de l'automobile parce que le châssis est extrêmement basique. Pareil, les garde-boue, c'est des planches aux formes assez basiques. Hein. On est vraiment sur le tout début de l'automobile, on est en 1907 sur celle-ci. C'est une voiture de marathon, elle a servi de relier Pékin à Paris au début du XXe siècle. Ils ont également, on va essayer de vous la montrer, ça va être un petit peu difficile avec les gens qui passent dans tous les sens. On est juste à l'ouverture au moment où on tourne ces images, donc forcément c'est un peu compliqué. Là c'est une Fiat 130 HP, donc à peu près 130 chevaux avec les méthodes de calcul de l'époque, ce qui était quand même assez impressionnant. Remarquez au passage la transmission par chaîne et les roues en bois, on est encore vraiment à la transition entre l'automobile et les carrosseries hippomobiles, etc., qui était quand même l'origine de ces voitures. De l'autre côté, du coup, c'est assez marrant, ce coup-ci, le musée de la gendarmerie avec une caisse d'Alpine à 110 de la brigade rapide d'intervention qui est en cours de restauration. Un petit musée par la quantité de véhicules présentés, mais absolument pas par la taille. Le musée des blindés, qui, comme vous pouvez le voir, a pris des
véhicule absolument énorme. Un char britannique Centurion qui a été utilisé, qui a été construit en 1945. Et à côté, un autre véhicule britannique qui est un tracteur Scamel Pioneer. Ne m'en demandez pas beaucoup plus. Ma connaissance en matériel militaire est très très limitée. Mais difficile de passer à côté vu la taille pure de ces engins. Nous avons un petit dernier musée ici où le stand est effectivement tout petit, mais comme diraient nos voisins anglais, last but not least, donc le dernier mais pas forcément le moindre, le British Motor Museum qui vient pour la première fois à Rétromobile, et vous pouvez le voir, ils ont une maquette du prototype MG qui est exposée sur le stand du constructeur que vous avez vu dans un live il y a 2 jours, qui est, en fait, ils ont non seulement la maquette, mais ce sont aussi eux gardent le prototype en temps normal dans leur musée. Ils ont, comme tout symbole britannique, la Mini, véhicule incontournable dès qu'on parle de l'automobile anglaise en histoire. On est de retour devant la belle Mercedes 300 SL du club Mercedes, mais les 300 SL, c'est pas forcément dans ce hall 3 qu'il y en avait le plus, c'est dans le hall 1, celui qui regroupe tous les vendeurs d'automobiles anciennes. Très très belles autos, je vais vous les faire visiter. Donc je vous ai dit, on va visiter ensemble le hall 1, le hall des merveilles de Rétromobile, celui qui donne vraiment son sens un peu musée à ce salon. On commence, derrière il y a les constructeurs, mais c'est Pierre qui vous en parlera, et là on va commencer avec une collection complète, celle qui sera vendue par Osna dès samedi aux enchères. Là c'est typiquement le genre de stand de fou de Rétromobile. Mercedes 300 SL Cabriolet, BMW 507, Ferrari 275, ça c'est fou, c'est fou. Ça c'est quelque chose que j'adore. À Rétromobile, on montre la voiture, mais là il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a une Jaguar Type C, couleur de l'écurie Écosse, mais on ne s'est pas arrêté là, il y a aussi le transporteur de voitures de course d'époque de l'écurie Écosse. Une belle bête. Sur le stand d'Agut, il y a certaines autos qui seront à la vente aux enchères du mois de mars, mais il y a aussi 3 voitures d'une marque assez confidentielle, les Pegaso. 3 Pegaso au même endroit, c'est quand même très rare. On vous les montre. Voilà, chez Lucassoni, ils sont encore en train de débâcher les voitures. Là, on est sur de l'italienne, Alfa Romeo. Il y a aussi de la Bugatti, la Aston Martin, Ferrari. C'est un stand de fou, même si cette année, il n'y a pas une thématique. Il y a de très très belles autos, un stand à venir voir absolument. Du côté de chez Richard Mille, on est habitué chaque année à voir des voitures de fou. Cette année encore, Ferrari 365, Ferrari 512 BBLM, 250 LM. Là, on arrive sur une 412P, une voiture d'ailleurs qu'on a vu passer dans les ventes aux enchères il n'y a pas si longtemps. Et on va même continuer plus loin sur le stand, on va retrouver une 365P, là c'est une 312 PB. Et puis pour ceux qui aiment le sport automobile moderne, vous retrouverez quand même la 499P des 24 heures du Mans de cette année, dans l'état dans lequel elle a passé la ligne d'arrivée. Un beau stand. Petit enchaînement de Jaguar à l'atelier des Coteaux. C'est banal, parce que de toute façon ces voitures là sont pas banales, et surtout l'état de restauration n'est pas banal. Venez jeter un œil, ça vaut le coup. Encore un stand très rétromobile, 4 voitures, dont une F1 312 B3, Clarigazioni. Derrière, une 365 de compétition, une 275, une 150. Bref, encore du très très lourd. Chose assez folle, mardi, on me dit « Oh, il y a une Bugatti Royale devant la CF ». On se dépêche d'y aller, on était à côté à l'exposition de la RM Sotheby's. On arrive, elle n'était plus là. On l'a retrouvée, une Bugatti Royale, donc une recréation de la Esders, exposée à Rétromobile. Voilà, des Bugatti Royales à Rétromobile, faut vraiment pas les rater. Une Lola T70, bon on en voit souvent, sauf la verte. Lola T70, vous voyez la couleur verte, c'est l'auto de David Piper, elle est...
Vous aimez les Ferrari? Là, chez Girardeau, on va de la F40 là-bas jusqu'au 333 SP, donc un large spectre. Mais le chef-d'œuvre, c'est celle-là, Ferrari 250 GTO carrosserie 1964, une des choses à voir absolument en rétromobile. Sur le stand de BR Motors classique, on retrouve une Jaguar, une petite XK120, ça paraît presque banal à rétromobile. Celle-là, on l'avait essayé, vous pouvez retrouver ça sur newsanciennes.com. On vous en parlait lors des ventes aux enchères, les modernes sont de plus en plus présentes et là, on va pas se plaindre, il y a quand même une Ferrari, la Ferrari devant. On a un bel exemple de ce qu'on peut trouver à rétromobile, on a vu des voitures toutes belles, toutes prêtes, etc. Bah, celle-ci, elle n'est pas finie de restaurer, la mécanique, la caisse, il n'y a plus qu'à. Voilà un gros stand mobile 2024, on a des modernes, des anciennes, un peu de Youngtimer, on va de la Countach à l'avant-guerre italienne, une Lecce, comme on appelle ça. Et il y a tout, il y en a pour pas toutes les bourses, parce que surtout des belles voitures. Moi je vais quand même m'arrêter sur une fraise qui est juste là, une Talbot Lago T26 record, ça on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a pas que des Ferrari à Rétromobile 2024, il y a aussi des Porsche. Perso j'aime beaucoup le bleu de celle-là. Voilà pour ce tour du hall 1. Vous voyez derrière moi, ça finit de se préparer. Là, on est sur le stand de Kidston. C'est souvent un des stands les plus fous de rétromobile. Là, ça le confirme encore. Donc, vous allez voir, hein, là, ils sont en train de débâcher. C'est juste quoi? Attendez, vous faites les pronostics. Alors, c'est juste une Ferrari 250 GTO, une autre Ferrari 250 GTO. Et quand vous voyez le reste du stand, bah voilà, tout est au niveau. Dans tous les cas, vous retrouvez encore plus de voitures sur notre article qui sort demain matin sur newsanciennes.com. Cette Mercedes-là, un coupé Mercedes, c'est l'exemple parfait de ce que les gens cherchent dans le mouvement Youngtimers. Les Youngtimers, vous savez, c'est les anciennes, mais pas si anciennes. Justement, c'est une question qu'on a abordée avec deux personnes, Clément et FX. On vous les présente tout de suite. Alors pour parler des Youngtimers, je ne vais pas très loin, je suis encore sur le stand News Anciennes parce qu'on accueille pour la troisième fois Clément. Merci Ben encore, merci. Ticket for Road. Tiens, tu nous rappelles à ceux qui ne te connaissent pas ce que tu fais? Alors Ticket for Road, c'est très simple, c'est tous les 2 mois et demi, on sauve un véhicule d'intérêt populaire en sortie de grange ou qui était d'un état très compliqué. On subventionne le projet par les participations sous forme d'une tombola et à la fin de la restauration ou à la fin du timer sur le site internet, l'un des contributeurs gagne le véhicule. Et sur les modèles que tu passes, il y a quand même beaucoup de Youngtimers pour le moment. Tu t'es pas vraiment attaqué à des vieilles et c'est un choix d'aller sur les Youngtimers? Alors c'est plusieurs raisons. Déjà les budgets, la disponibilité des véhicules. Ouais. La peur de ne pas connaître aussi, voilà, tout simplement. Les anciennes, voilà, c'est vraiment un marché pour moi différent que il faut chercher, il faut vraiment s'entourer des personnes compétentes sur ce sujet. Enfin, je dis Youngtimers, c'est les autos des années 80, 90. Oui, c'est ça. Enfin, t'es allé jusque 74, 75 avec la Porsche 924. Ouais. Donc voilà, c'est la plus ancienne. Mais après, tu as aussi fait Clio RS. Jusqu'à 2001, Clio 2 RS. Voilà, c'est un petit peu la tranche 75 de début des années 2000. Et tu penses que si tu allais sur les autos des années 50, 60, ça matcherait moins ou tu penses que Je pense que j'ai un public qui pourrait être sensible à ça. Après, je pense qu'il faudrait des voitures marquantes, qui ont marqué une génération, qui ont une histoire par leur marque, à voir. Mais je suis assez joueur, assez curieux d'essayer un de ces quatre. Et toi, du coup, ces voitures-là, c'est ceux qui jouent, est-ce que tu sais si ce sont des gens qui sont déjà collectionneurs ou c'est des gens qui accèdent à la collection ou qui espèrent y accéder en gagnant? Alors j'ai vraiment de tout, il y a vraiment des gens qui sont passionnés d'automobile et qui ont une collection. J'ai même, et où je suis content, c'est qu'il y a même des jeunes qui soutiennent les projets et qui ont entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas du tout collectionneurs et ça va leur permettre de mettre le pied à l'étrier dans ce milieu-là. Donc j'ai vraiment un éventail de public qui est extraordinaire sur le projet. Ok, merci. Allez, on va continuer, on va aller poser d'autres questions. Alors pour continuer à parler du Youngtimers, on est avec FX. Ton métier, c'est donc? C'est le rédacteur en chef du magazine Youngtimers. Voilà, donc on a un expert en la matière. On a l'impression qu'à Rétromobile, il y a de plus en plus de Youngtimers. Tu penses que c'est un phénomène de remplacement? Pourquoi? C'est un phénomène générationnel, en fait, c'est la pyramide des âges, c'est-à-dire que les baby boomers
donc qui sont nés, on va dire, les 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, entre 45 et 65, qui avaient tendance à collectionner les voitures de leur enfance, donc des voitures type Citroën DS, Alfa Bertone, etc. Ouais. Et là, on est donc cette classe d'âge-là ils sont à la retraite. Il y en a certains qui sont plus là même d'ailleurs, malheureusement. Et à l'inverse, on a leurs enfants, donc qui sont nés dans les années 70-80, qui eux n'ont pas grandi avec les Herbie de Gordini, avec les DS, etc. Ils ont quand même la passion de la voiture. Ils ont quand même la passion de la voiture, mais eux, ils ont grandi avec les 205 GTI, avec les Clio Williams pour les plus jeunes. Donc forcément, ils s'intéressent naturellement, maintenant qu'ils sont en âge de pouvoir les acheter et avec le pouvoir d'achat pour le faire, ils vont se tourner assez naturellement vers ces voitures-là. Ok. Alors, on ne va pas redébattre encore du terme Youngtimer. De toute façon, vous, c'est 70 à 90. Oui, alors maintenant, dans le mot même de Youngtimers, il y a une notion de glissement dans le temps. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de voitures des années 70 parce qu'elles commencent à avoir 45-50 ans. Oui. Et à l'inverse, chaque année, il y a des nouvelles voitures qui rentrent dans la zone d'intérêt. Donc aujourd'hui, on serait plutôt sur 85-2005 au fur et à mesure du glissement. Un peu comme il y a, alors, oui, bah si, 85-2005 comme il y a sur le stand. D'ailleurs, vous avez choisi une thématique MG. Oui. Parce que c'est vrai que les gens pensent au MGB, mais ils ne pensent pas forcément à ces voitures-là, qui illustrent bien en fait le mouvement. Parce que celles-là, c'est des voitures d'intérêt, c'est pas juste des voitures de ces années-là en fait. Absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme la direction du salon a décidé de mettre l'accent sur le centenaire d'MG. Nous, on leur a proposé, on leur a dit, nous, on va faire les MG Youngtimers. Donc au début, ils se sont dit, mais ça existait des MG Youngtimers parce que pour nous, en gros, ça s'arrête à la MGB qui a donc quitté le marché en 1980. Je dis, oui, entre 80 et 2005, il y a eu plein d'autres MG. Et donc, on a décidé de les rassembler. Donc pour faire le lien, on a commencé effectivement par la métro. Il y a eu aussi la Maestro, la Montego, mais là, c'est quasiment introuvable pour mettre sur un salon, donc c'était pas la peine. Ensuite, la RV8 qui signait un peu le début du retour d'MG, donc qui est sorti en 93, qui était un peu pour tester le marché pour celle-ci, pour la F et la TF. Là, c'est la TF, mais avant elle, il y avait la F qui est sortie en 95. Et puis après, MG a de nouveau redéployé toute une gamme. Alors, ce sont des Rover version sportive, c'est un peu comme AMG pour Mercedes ou Alpina pour BMW, c'est la même idée. Donc vous avez des Rover 25, 45, 75, rebadgées, plus puissantes, plus nerveuses. Et voilà, donc c'est ça qu'on a décidé de mettre en avant. Étant entendu qu'on a vraiment les dernières MG qui ont existé, puisque la marque s'est éteinte en 2005, enfin en tout cas sous cette forme-là. Et là ici on a les voitures qui sont toutes entre 2001 et 2005 pour les 4 qu'il y a autour ici. Ok, l'acheteur de Youngtimers, donc tu m'as donné à peu près son âge, ce qu'il aime. C'est quelqu'un, du coup, il accède à, entre guillemets, à la voiture ancienne grâce à la Youngtimers ou il y a quand même des acheteurs de Youngtimers qui ont aussi une vieille 2 chevaux, une 4L, des voitures plus anciennes? En fait, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas un passage pour un apprentissage d'avoir des Youngtimers. C'est-à-dire que les acheteurs aujourd'hui qui achètent ça, c'est pas en se disant c'est parce que c'est moins cher, c'est parce que c'est plus accessible en conduite, en entretien. C'est vraiment une histoire de génération et de se dire moi c'est ça les voitures qui m'ont fait vibrer quand j'étais enfant ou adolescent et donc c'est ça que j'achète. Mais on n'est pas du tout dans cette idée de dire c'est un accessible, c'est pas cher et ensuite on collectionnera des voitures plus sérieuses ou plus anciennes, etc. Parce qu'aujourd'hui vous avez des tas de Youngtimers qui en fait coûtent beaucoup plus cher à acheter que des voitures des années 60. Ouais. Okay. Donc on n'est pas du tout dans un truc populaire ou d'accès, quoi. Et les Youngtimers, c'est forcément des voitures sportives comme on peut voir là, des voitures, des petits cabriolets, des petits coupés. Ou est-ce qu'il y a vraiment un engouement même pour des berlines classiques je dis une bêtise, une R21 tu vois, diesel quoi. En fait aujourd'hui on est vraiment... les gens se sont d'abord effectivement intéressés aux voitures type coupé cabriolet, aux variantes sportives dans une gamme donnée, typiquement la 205 GTI. Et maintenant que ces autos-là ont pris une cote, sont devenus inaccessibles pour un certain nombre de personnes, on constate une espèce de report sur des versions plus modestes, ce qui fait qu'aujourd'hui les populaires, donc les versions moyennes, ont vraiment le vent en poupe. C'est valable sur les 205, c'est valable pour les R21. Pendant très longtemps, il y avait que la 21 Turbo. Oui. Maintenant, on voit des 21 TXE, y compris au sein de Retromobile, il y en avait une. Pareil pour les 205, les gens étaient sur les GTI, maintenant ils achètent des Roland Garros, puis des XS, puis des Green, puis voilà, etc. Et donc,
on va aller s'intéresser aux versions plus modestes qui ont été aussi tirées en cote par le haut par les GTI, ce qui fait qu'à une époque vous trouviez les 205 de base à 1500 €, mais cette période-là c'est fini. Oui, là on m'a parlé tout à l'heure d'une AX avec 50 km, mais une AX 1,1 litre 50 km à 15 000 €. Il y en a qui vont loin quand même. En fait, ce qui se passe avec ce genre de voiture, c'est qu'on n'est plus sur le marché moyen tel qu'on se le représente. C'est-à-dire que vous achetez quelque part une voiture qui virtuellement n'existe pas. Oui. C'est-à-dire qu'une AX qui a 50 km, c'est comme une R21 qui en a 3800 derrière. Il en tombe peut-être une tous les 5 ans. Oui. Donc après, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va partir ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais le souci avec ces autos-là, c'est que pour qu'elles conservent leur valeur, en fait, il faut les mettre sous cloche et ne jamais rouler avec. Parce que dès l'instant que vous allez lui mettre une voiture qui a 50 km, dès l'instant que vous lui en mettez 300 de plus, elle a déjà perdu de la valeur. Oui, bien sûr. Donc voilà, est-ce que des gens vont se laisser tenter par ça? J'en sais rien. Après, c'est clairement pas pour être utilisé. Hein. C'est clairement pour être conservé sous cloche et ne plus jamais que ça roule. Eh ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, on vous a montré toutes les capsules qu'on a préparées pendant le salon Rétromobile. Vous pouvez retrouver tout ça en article aussi sur newsanciennes.com. Merci de nous avoir suivis. Et si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, la petite cloche, vous connaissez. À très bientôt.